Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Aujourd'hui, mon invité, Dr Robert Gauvin, PhD en ingénierie tissulaire. Robert est un scientifique de haut niveau, mais aussi un défenseur redoutable au hockey. Auteur du livre Functional Materials, Robert se décrit lui-même comme un scientifique accidentel et pourtant, quel parcours, l'OX, MIT, Harvard et une incursion marquée dans l'industrie des technologies médicales chez Medtronic. Dans cet épisode, on parle de science, d'organogenèse, mais aussi d'entrepreneuriat, d'industrie, de gestion de projet et de ce qu'il faut pour faire le pont entre la recherche et le terrain. Un entretien captivant, tout en humilité, avec un homme brillant, accessible et passionné. Un épisode à ne pas manquer. Bonne écoute. Robert, bon après-midi. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Merci à toi. On rencontre des gens intéressants sur la patinoire, donc, Ouais, ou dans la chambre, en fait, parce qu'on a commencé à parler dans notre petite ligue de garage qu'on veut compétitive, là, mais on a commencé à parler un peu de ton parcours et du mien. Finalement, je me suis dit, coudonc, ce serait un bel invité pour le balado. Et petite pause publicitaire, donc, pour les gens qui seraient intéressés, qui veulent une petite lecture de chevet assez relax. Robert vient de m'offrir le livre Functional Materials, donc écrit en 2014, exact, qui parle de... Ben, c'est en fait, je te dirais, là, un survol des expertises en matériaux fonctionnels qu'on avait au Québec à l'époque. Là, c'est quand je travaillais pour le Centre de recherche, Centre québécois sur les matériaux fonctionnels. Là. C'est un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec. Moi, je faisais développement d'affaires pour ce centre de recherche-là, en fait. Là. Ça fait que c'est... je dirais que ça va chercher la majorité des expertises qu'on a. Là. Fait que c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de capacités ou de capacités au Québec là, au niveau de la recherche. Puis c'est un éditeur allemand là, qui nous avait demandé initialement de pondre ce truc-là. Là. Ça fait que ça avait été un projet qui avait duré quelques mois. Ça avait été intéressant quand même. Mais un non-initié pourrait le lire si on a un petit versant scientifique. Oui, absolument. Je pense que ça s'adresse quand même à... Ça prend un intérêt quand même pour la chose scientifique, c'est ça? Un certain background en sciences, je dirais. Là, mais c'est intéressant quand même, on parlait de, je joue au hasard, nanoparticules en résonance magnétique. Ouais. Les applications en médecine, ça tombe... Ouais, il y a des trucs en énergie, il y a des trucs en environnement aussi. Là, je dirais qu'on a une grande expertise dans tous ces domaines-là. Écoute, je le lis cette nuit. Absolument. On se revoit demain. J'en doute pas. Je t'ai demandé. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu m'as fourni ton CV. D'abord, j'étais fasciné. C'est incroyable la quantité de gens qu'on croise qui ont des curriculums tout à fait spectaculaires. Donc, mais pour aller court, donc, tu as un doctorat en ingénierie tissulaire que tu as fait de 2005 à 2010. Donc, un profil vraiment académique, là, donc, notamment au niveau du LOEX, on va en parler tout à l'heure.
Et tout à coup, il y a peut-être 6-7 ans, t'as passé l'arme à gauche, puis t'es allé dans l'industrie. Donc, pourquoi je regarde le CV, j'ai dit, ce gars-là, c'est académique. Que s'est-il passé? C'est une bonne question. Ben, déjà, le volet académique a commencé de façon... je dirais, c'est plus un concours de circonstances. Je m'étais pas tant destiné à ça. Puis même les études en ingénierie, je te dirais que, tu sais, quand t'es venu le temps de choisir une carrière, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu une idée fixe, là, ou un truc très, très précis que je voulais faire. Puis, le LOEX, à l'époque, avait toujours un ingénieur en résidence, entre guillemets, là, qui faisait des stages d'été là, pour faire des petits montages, des setups expérimentaux, puis tout ça. Puis, à l'époque, c'était Lucie Germain puis François Auger, qui étaient les deux principaux chercheurs, je dirais, qui menaient l'initiative du LOEX un peu à bout de bras. Puis, un de mes collègues au bac en génie mécanique avait fait un stage l'été d'avant, puis c'était vraiment, lui, un premier de classe, tu sais, puis... Lucie Germain était très très stiff là-dessus, là, elle voulait vraiment des étudiants qui étaient performants, puis tout ça, qui étaient vraiment sharp, puis c'est un de mes collègues de classe, là, Guillaume, qui avait pris le stage d'été précédent, puis il avait trouvé ça un peu moyen, tu sais, puis à cette époque-là, moi, en tout cas, il m'a un peu passé la POC, là, si on veut, là, parce que il avait gardé son idée de retourner au LOEX comme backup, si on veut, puis s'était trouvé une job, je pense à l'époque, c'était chez Alstom ou une autre grosse compagnie en énergie. Puis finalement, il y avait eu le stage en industrie, ça fait que le poste au LOEX était vacant. Fait que je m'étais ramassé un peu à boucher ce trou-là, parce que moi, avant ça, je faisais vraiment plus... je dirais que j'étais plus du côté entrepreneurial, là, tu sais, je faisais des gazons, j'étais sauveteur en piscine, puis tu sais, en tout cas, je m'occupais de la gestion des horaires de sauveteur dans une piscine privée, puis en tout cas, ça fait que j'étais plus dans ce volet-là, puis c'était plus payant que faire des stages à l'époque, là, d'avoir ces petites business-là sur le site, mais à un moment donné, mon père m'avait dit, tu sais, rendu en 2e année, 3e année de génie, ce serait une bonne idée que tu te mettes les pieds quelque part, puis tu commences à regarder ce que ça donne au niveau de l'application de ton diplôme, en fait. Fait que je m'étais ramassé là par hasard, puis finalement, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis j'ai collé là vraiment... initialement, je me suis ramassé là par hasard, puis après, j'ai collé là parce que je trouvais que c'était super intéressant. Puis à l'époque, en ingénierie, les opportunités qui étaient présentes au Québec, je dirais en génie mécanique plus particulièrement, c'était beaucoup... En ce temps-là, c'était l'optique, mais tu sais, l'optique était un peu sur la pente descendante, là, au début des années 2000-2005. Puis sinon, c'était vraiment du manufacturing, là, puis du machinage, puis des structures d'acier, des trucs comme ça. Nos auditeurs qui nous écoutent depuis tout à l'heure se disent le LOEX, c'est quoi? C'est le laboratoire d'organogenèse expérimentale. Oui, effectivement. Donc, puis ça a été démarré dans les années 90 par justement François Auger puis Lucie Germain, qui sont... François Auger est un microbiologiste, un médecin microbiologiste à la base, puis Lucie Germain, c'est une biologiste cellulaire. Puis l'idée de base, en fait, c'était vraiment de développer un laboratoire qui travaillait sur la régénération des tissus. L'application de base, c'était vraiment la régénération de la peau pour les grands brûlés. Exact. Puis c'est encore le créneau d'expertise à ce jour, là, je dirais. Le LOEX est encore le centre de recherche qui fait de la peau pour les grands brûlés au Québec. Là. Donc, c'est vraiment... Ils ont développé une technique de reconstruction de tissu autologue. Donc, c'est vraiment à partir de prélèvement de peau saine chez le patient brûlé qu'on est capable, après ça, d'expandre ces cellules-là en culture puis de reconstituer une peau derme et épiderme, en fait, qu'on peut ensuite regreffer chez le patient là, pour couvrir les sites qui sont... J'imagine que ça va être un deuxième choix par rapport à une greffe venant du patient lui-même. Effectivement. C'est vraiment les gens chez qui on manque de sites donneurs qu'on va aller... Ou on va couvrir les sites donneurs qui ont été utilisés pour la greffe faciliter la guérison. Oui, exactement. Ça permet peut-être de prendre des greffes plus profondes, si on rentre dans les détails. C'est une bonne question. Honnêtement, ça, c'est un volet que je suis Ça prend combien de temps à faire pousser de la peau, disons, là, pour ceux qui auraient un petit côté cultivateur? Oui, en fait, c'est rapide. C'est plus ou moins rapide dans le sens que ça prend quand même plusieurs semaines. Par contre, on se ramasse avec un produit fini qui est vraiment impeccable. Là, donc, une peau vraiment avec une fonctionnalité quasi similaire à ce qu'on retrouve là, in vivo, en fait. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas, évidemment, tous les appendices là, au niveau des glandes sébacées, des follicules pileux, puis ça, mais tu as quand même la composante dermique là, qui vient vraiment donner tout ce qui est élasticité puis compliance à la peau, puis la couche épidermique qui est vraiment la barrière, en fait, contre les agressions de l'environnement, en fait. Ça fait que ça permet une récupération qui est quand même très bien. Si je ne m'abuse, parce que je dois dire, le LOEX, moi, je connais ça depuis les années 90. À Québec, à Laval, les journées de recherche annuelles effectivement, du département de chirurgie. Le LOEX était
tout le temps là, puis pas un, là. Plusieurs étudiants. Donc, tu as nécessairement présenté dans ces activités-là. Assurément. Donc, ça avait l'air hyper dynamique. Et à ma connaissance, il travaillait également sur la vessie, reconstruction de vessie, reconstruction aussi de l'urètre. J'ai la notion, là, je peux me tromper. Non, c'est effectivement le groupe de Stéphane Bolduc qui gère pas mal ce volet-là. Je dirais que dans l'ordre, là, il y a eu tous les tissus conjonctifs, en fait, là, parce qu'une fois que tu as développé la technique pour la peau principalement, après tout ce qui est... tout ce qui est tissu conjonctif, que ce soit les vaisseaux sanguins, que ce soit la cornée, que ce soit les valves cardiaques, que ce soit, j'en oublie assurément, là, mais l'urètre, c'est ça, la vessie, c'est ça aussi. Tout ce qui est tissu conjonctif qui requiert une certaine compliance, en fait. Là. Puis les méthodes d'extraction cellulaire sont similaires aussi. Tu vas défaire tes différentes couches avec des enzymes, puis après ça, tu vas vraiment séparer tes types cellulaires, puis les amplifier de façon indépendante, puis après, tu vas reconstituer le tissu là, que tu essaies de reproduire en fait en labo, puis après ça, tu peux greffer ça. Là. Donc, au niveau des brûlés, c'est un petit peu plus facile parce que c'est pas un implant comme un vaisseau qu'on va vraiment, après ça, venir refermer le patient. Là. C'est vraiment plus un tissu de surface. Là. Ça fait que ça change un peu aussi au niveau de la régulation puis des requirements, je dirais. Là. Mais moi, j'ai travaillé beaucoup là, justement pendant mon doc sur les vaisseaux sanguins, les valves cardiaques aussi. Là, ça a été... puis la peau. Là. Donc, en tant qu'ingénieur, c'est ce qui était le fun, c'est que je pouvais un peu me greffer à beaucoup de projets en cours de route. Là, Stéphane Bolduc, c'est un autre bon exemple là, avec qui j'ai travaillé pas mal sur... en vasculaire, je sais pas, il y avait un groupe de recherche à Saint-François-d'Assise. Oui. Je sais pas si c'était connecté au LOEX. Ça, ou ça. Il y avait Raymond Labbé qui était là. Yvan Douville, beaucoup. Yvan Douville, oui. Dr Guidouin aussi, le Robert Guidouin, qui est un chercheur avec qui j'ai travaillé pas mal. C'était moins au niveau... Douville travaillait évidemment avec le LOEX, mais eux avaient aussi tout un volet recherche sur les prothèses vasculaires, je dirais, tissées là, ou de polymériques ou autres. Là. Robert Guidouin, j'ai travaillé avec lui aussi un peu. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est tous des chercheurs avec qui j'ai travaillé étroitement pendant plusieurs années. Là. Est-ce qu'on j'imagine que l'extension de ça, ce serait de faire pousser un organe au complet. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable et es-tu encore assez connecté à la recherche pour dire qu'on pourrait espérer un jour créer un cœur, entre guillemets, ou c'est de la science-fiction encore? Je dirais que c'est relativement... à ce jour, c'est encore de la science-fiction, mais c'est sûr qu'il faut travailler un peu avec des projets de cette envergure-là si tu veux, à un moment donné, y arriver. Atteindre quelque chose. Pendant mon doc, j'ai travaillé beaucoup avec l'Institut de recherche en bioengineering à Georgia Tech. C'est vraiment un programme là, dans les deux universités. Fait que je passais vraiment mon temps d'un côté et de l'autre parce qu'au LOEX, ici, on avait une grande expertise en reconstruction des tissus. Puis eux avaient vraiment un labo là, spécialisé plus en biomécanique des tissus vasculaires. Fait que là, je suis allé chercher tout un volet d'expertise là-dedans, là, en faisant des tests en bioréacteur, puis en déterminant là, la compliance, puis tout ce qui est propriétés mécaniques, en essayant de les améliorer, ces propriétés-là, par les différents procédés de culture qu'on développait ici. Puis après ça, en postdoc, là, je suis allé au MIT pendant 2 ans. Là, dans le fond, c'était un programme conjoint entre le département de génie biomédical de MIT puis Harvard Med, où est-ce que là, on faisait vraiment, je dirais que ça, c'était des projets un petit peu plus... le volet clinique était peut-être un petit peu moins fort, mais c'était plus de la haute voltige, là, vraiment d'essayer à ce moment-là de développer là, un péricarde qui va avoir vraiment une action musculaire là, avec une fréquence de battement puis tout ça. Encore une fois, là, en utilisant des cellules qui sont des cellules cardiaques, mais qui vont être souvent d'origine animale. Là. Mais versus le LOEX ici, où est-ce qu'on a beaucoup de cultures de cellules humaines, je dirais que les comités d'éthique ici à l'Université Laval sont habitués de travailler avec les projets du LOEX, fait que c'est quand même plus facile, je dirais, d'avoir accès à ces cellules-là, versus des fois aux États-Unis où est-ce que les chercheurs sont peut-être un petit peu plus cow-boys, puis les comités d'éthique sont peut-être plus frileux. Plus frileux, puis plus restrictifs, mais quand même, les projets sur lesquels je travaillais là-bas étaient beaucoup plus multidisciplinaires aussi. Là, c'est des labos qui ont une toute autre envergure. Là, au LOEX, mettons, pour une dizaine de chercheurs au LOEX, on a peut-être 7-8 chercheurs postdoctoraux versus aux États-Unis, tu peux avoir facilement 30 chercheurs postdoctoraux en dessous de 1 chercheur. Là, c'est souvent des gens qui arrivent de l'extérieur avec des bourses qui vont financer. Comme moi, j'avais eu la chance d'avoir des fonds de recherche du Québec, puis après ça, le CRSNG qui avait financé mes études postdoctorales. Fait que tu arrives là un peu sans que le chercheur ait besoin de payer ton salaire, mais ce que ça te permet d'avoir comme postdoc, c'est un accès à un éventail de possibilités, puis d'expertise, puis d'équipement. Là, c'est un peu ça, la différence. Ça me fait penser les reconstructions de ligaments croisés antérieurs. J'imagine que c'était chez vous, ça aussi. Oui, aussi, il y avait... c'était
Francine Goulet à l'époque qui travaillait sur ces projets-là. Où ça en est aujourd'hui, je sais pas trop. Je présume ça. En tout cas, j'ai pas la notion que ce soit utilisé. Là, non, c'est encore des transferts, je pense. Ouais, exact. Tendons rotuliens. Ça n'a pas encore, je dirais, les résultats cliniques n'ont pas encore démontré de supériorité versus ce qui est disponible présentement. C'est un peu ça l'enjeu aussi, en fait. Là. Ça, puis les coûts. Parce que à un moment donné, il y avait eu une volonté de partir justement une entreprise avec Dr. Auger, puis c'était un truc qui avait été financé en partie par Edwards Life Science aussi à l'époque. Où est-ce que l'objectif, c'était de reconstruire une valve cardiaque complètement autologue. Puis la capacité de le faire, c'est là. On a l'expertise, la technologie, la capacité. Même chose pour les vaisseaux sanguins. Par contre, quand on compare le coût d'une prothèse synthétique versus le coût d'une prothèse autologue, ben c'est là que c'est un peu plus compliqué. Puis le temps de culture requis aussi, puis tout ce qui est contrôle de la qualité. Puis, parce qu'en travaillant avec des cellules autologues, tu te ramasses avec un contrôle de la qualité qui est beaucoup plus difficile parce que tes cellules vont pas réagir comme mes cellules en culture. Puis tu as tout un troubleshooting à faire avec ça aussi. Là. Ça fait que j'essaie de voir la complexité pour ne serait-ce qu'une valve cardiaque qu'on serait rendu en recherche clinique. Ouais. D'avoir l'approbation d'un comité d'éthique pour implanter une valve cardiaque qui émane d'un laboratoire d'organogénèse. Ouais, il me semble que la barre serait haute. Effectivement, effectivement. C'est pas banal, là. Non, puis c'est pas non plus une... c'est une chose de... Puis ça, c'était quand même intéressant. Ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'était de travailler avec une grosse compagnie comme Edwards qui avait beaucoup de moyens, puis qui a encore beaucoup de moyens, c'est qu'on avait accès à tout leur manufacturing. Par contre, même les gens qui font le manufacturing des valves qui sont utilisées à ce jour, les valves porcines ou bovines, c'est tout fait à la main, ça, en fait. Là, c'est cousu puis c'est assemblé sur un scaffolding qui permet de maintenir la géométrie de la valve. De le faire sur un tissu qui est décellularisé puis qui est inerte, entre guillemets, puis après de stériliser, ben, c'est beaucoup plus facile que d'avoir à faire ce même assemblage à la main-là sur un tissu qui est vivant puis qu'il faut que tu gardes vivant pendant que tu travailles dessus. Puis qu'après, tu puisses le cultiver aussi, parce que là, il faut aussi faire généralement, il y a beaucoup de cyclage en bioréacteur qu'il faut que ce soit fait aussi avant l'implantation, parce que les cellules passent d'un milieu 2D, si on veut, en pétri, à je dirais une config 3D, mais qui n'est pas du tout sollicité avec des pressions puis des flux sanguins. Là, ça fait que l'idée, c'est de reconditionner un peu cette valve-là, un peu comme quelqu'un qui s'entraînerait en physiothérapie après une blessure, là, en labo avant de l'implanter chez le patient. Là. Fait que c'est sûr que ça implique beaucoup de choses. Là. C'est un petit peu moins straightforward. C'est pour ça que ça la risque peau, d'être c'est quand plus même... facile. Ouais, ben c'est ça, ouais, exactement. Si ça ne marche pas, l'impact est moindre aussi. Oui, puis tu pars aussi d'un manque de solution, entre guillemets, là, versus les autres types de chirurgie vasculaire thoracique, où est-ce que tu as quand même des substituts qui sont disponibles, qui sont synthétiques, qui fonctionnent relativement bien. Fait que c'est un peu ça, mais moi, j'y ai trouvé mon compte pendant plusieurs années, là, parce que c'était super stimulant. T'sais. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Qui était déjà? Pourquoi ce passage à l'industrie? Ben oui, c'est vrai. Ouais, c'est une très bonne question. Ben en fait, tu avais un petit côté entrepreneurial. Ça, tu m'avais dit au début. Ouais, effectivement. Ça, je détestais pas ça. Puis après, en fait, quand j'ai travaillé au Centre québécois sur les matériaux fonctionnels, je faisais du développement des affaires beaucoup. Puis le développement d'affaires m'amenait à voyager énormément un peu partout. Je dirais principalement en Asie parce que
c'est beaucoup en Asie que ça se passe, en fait, la recherche dans ce domaine-là. Pour plusieurs raisons, en fait, toutes les hautes technologies viennent d'Asie, principalement parce qu'eux n'ont pas de ressources naturelles à vendre ou à exporter à personne. Fait qu'eux dépendent un peu, leur PIB dépend directement de ce qu'ils vont développer au niveau technologique. Fait que j'avais beaucoup d'interactions avec ces gens-là, puis je passais beaucoup de temps là-bas, en fait, dans les pays asiatiques, puis à un moment donné, les contraintes familiales font qu'il faut que tu sois un petit peu plus présent, puis un petit peu plus à la maison. Puis ça peut être une bonne raison. Ouais, c'est ça, exact. Fait que j'avais un collègue, là, un de mes collègues avec qui j'ai étudié au doc, puis en postdoc, qui était chez Medtronic, puis lui m'avait... en tout cas, à un moment donné, il m'avait dit qu'il cherchait des gens, puis j'avais dit, regarde, si tu peux suggérer mon nom, comme ça, je réduirais un peu mon champ d'action, puis je serais plus près de la maison, puis ça serait plus facile. Là. Puis pour moi, c'était Medtronic. Pour moi, c'était une compagnie qui faisait beaucoup de sens parce que c'est quand même la compagnie qui a développé, à mon avis, le génie biomédical à la base. C'est quand même la compagnie qui a inventé le pacemaker. Puis il y a beaucoup de technologies médicales qui émanent de la compagnie Medtronic. Fait que c'est un peu les devices qu'on apprend à l'école, en fait. Puis pour moi, ça faisait du sens. Puis c'était même un honneur, je dirais, de travailler pour cette compagnie-là. Fait que c'est sûr que c'est du volet, je suis plus du côté commercial. Là, fait que je suis moins impliqué, en fait, pas du tout impliqué au niveau de recherche et développement, à part prendre peut-être le feedback des cliniciens, puis le ramener à l'interne, parce que par défaut, j'en suis venu à connaître tous les gens qui travaillent dans le domaine de la R&D aussi. Mais c'est un peu ça qui m'a amené, je dirais, par la bande. Mais tu sais, ça n'a pas été un problème majeur. Beaucoup de gens m'ont dit ça te dérange pas de laisser un peu tomber la recherche, tout ça, mais en réalité, je continue à collaborer avec le LOEX quand même, puis j'ai encore mon titre de prof associé, puis j'ai encore des étudiants en co-direction, puis tout ça, fait que je continue quand même à... OK, tu les as encore un peu, tu as gardé un... Ouais, je continue à travailler quand même encore. Je dirais, j'ai pas mal tout le temps un étudiant gradué là, avec Lucie Germain là, que je garde en co-direction. Souvent quelqu'un justement qui vient d'une faculté de génie, puis je vais m'occuper plus de la composante ingénierie des projets. Là, puis, fait que ça me permet de rester. Est-ce que ça peut causer un enjeu pour les comités d'éthique? Peut-être en conflit d'intérêts lorsque vous présentez les projets? Puis, non, parce que je suis vraiment pas... associé à l'industrie? Ou... Non, c'est vraiment comme deux trucs complètement séparés. Là, puis de toute façon... De par mon travail chez Medtronic, c'est vraiment seulement le volet monitoring. Puis c'est le volet anesthésie, inhalothérapie, si on veut que je touche. Là. Fait que je dirais que les projets de recherche qui sont conduits par le labo viennent pas du tout entrer en... Il n'y a pas d'overlap là, ou de problème avec ça. Là. Tu parlais de l'historique de la compagnie Medtronic, tu me corrigeras, mais la valve Saint-Jude, la valve mécanique, que tu dois connaître, j'imagine. Ouais. Il me semble que c'est un produit... c'est c'est un produit Medtronic c'est Saint-Jude Medical qui avait été racheté. Qui l'a développé initialement. C'est une bonne question. J'ai un doute, mais on pourrait vérifier. Parce que Saint-Jude, c'est une autre entité complètement différente de Medtronic, ça fait que je saurais pas dire. Je sais qu'au début, c'était vraiment tous les devices électriques, parce que Medtronic, ça. Earl Bakken, qui avait démarré la compagnie, puis qui est décédé il y a seulement quelques années, en fait, quand j'ai commencé chez Medtronic, il était encore en vie, puis il était encore le chairman, en fait. Pas le chairman, c'est pas vrai, on avait un CEO, mais lui était encore sur le board of directors de la compagnie, puis il avait 90 ans. Là. Mais lui, c'était un ingénieur électrique à la base. C'était vraiment là-dessus, là, le créneau d'expertise, là, c'était beaucoup tout ce qui était traitement des signaux électriques physiologiques. Là, fait qu'après, il y a eu tout ce qui est neuro, puis après ça a grossi, puis il y a eu beaucoup d'acquisitions. Là, comme moi, la division dans laquelle je travaille, c'est une ancienne division de Covidien. Là, donc, je dirais qu'on est... Oui, je travaille pour Medtronic, mais c'est ça, il y a beaucoup de compagnies qui se sont joints. Covidien étant la nouvelle appellation d'une compagnie qui s'appelait à l'époque Autosuture. Ouais, ben c'est ça. On recule dans les années 90. Ouais, exact. Puis il y avait Tyco Healthcare aussi. Puis, en fait, effectivement. Les produits pour lesquels... les produits que je supporte maintenant, c'était vraiment Nellcor, Puritan Bennett à l'époque. Puis, non, il y a toute une historique quand même dans ces acquisitions-là, mais c'est intéressant. Moi, j'aime ça remonter un peu... dans l'historique des devices, puis c'est quand même cool quand tu regardes ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions, mais c'est le fun de voir. C'est un peu comme dans l'automobile, en fait. Là, Henry Ford, c'est un peu... Puritan Bennett, c'est un peu le Henry Ford de l'automobile, si on veut. C'est vrai que c'est des compagnies qui ont des belles historiques, puis c'est des compagnies qui... je trouve qu'à la base, d'avoir...
d'avoir cherché à solutionner des problèmes dans un créneau qui était un peu spécial, en fait. Là, aller se mettre le nez dans une chasse gardée médicale qui était quand même relativement cloisonnée à l'époque. Là, puis d'avoir... Puis ça, j'ai aimé ça aussi, moi, travailler en collaboration avec les médecins. Là, c'est vraiment un truc qui est super parce que souvent, tu te rends compte que il y a plein de monde qui ont des super bonnes idées. Puis la réalisation de ça, des fois, tient juste à avoir quelqu'un de faire des expertises conjointes. Puis t'es capable de développer des trucs vraiment intéressants. Là, c'est intéressant parce que souvent, on a une image un peu négative, tu sais, du pharmaceutique, entre guillemets. Là, on parle d'équipements médicaux. Évidemment, on n'est pas dans le pharmaceutique, dans les médicaments, mais on a souvent une impression négative de ces compagnies-là. Mais dans les faits, on est dépendant des compagnies pour le développement, la recherche. Ça soulève parfois des enjeux éthiques intéressants qui vont en dehors de notre balado d'aujourd'hui, mais lors de la pandémie, là, il y a eu un petit peu de pression pour que les compagnies baissent le coût des vaccins ou les donnent gratuitement. Puis c'est un enjeu commercial qui m'apparaît quand même important, puis de menacer les compagnies peut-être de... Si les compagnies ne donnaient pas leurs vaccins, mais parce qu'il y a des investissements derrière ça, puis là, ça crée un précédent, puis à ce moment-là, si cette fois-ci, on joue un tour aux compagnies pharmaceutiques, entre guillemets, en leur imposant de donner leurs vaccins gratuitement, l'incitatif pour développer des nouveaux vaccins va tomber à peu près à zéro. Donc, c'est sûr que c'est des enjeux qui sont importants, même de notre côté. Je dirais qu'on a eu... en s'occupant notre division du volet plus monitoring puis volet respiratoire, tout ce qui était respirateur de soins intensifs, justement, c'était la demande a été très, très forte, très, très rapidement. De notre côté, je suis quand même très... je trouve que Medtronic l'a joué, a été bon joueur vraiment pour donner accès rapidement aux clients, à des équipements. Puis même faire du... il y a même eu du sharing. Dans le fond, Medtronic a rendu public ces blueprints de fabrication de génération de respirateurs qui étaient en fait qu'on ne manufacturait plus ou qui étaient en fin de vie si on veut. Puis Baylis Medical, qui est une compagnie canadienne, est une des compagnies qui a utilisé ces blueprints-là pour fabriquer des respirateurs qui sont, je dirais, moins acute care, mais des respirateurs qui ont quand même pu faire la job. Puis de notre côté, le ramp-up du manufacturing, puis ça a été vraiment super. Je peux pas parler pour d'autres compagnies. C'est sûr que pour certains, ça a été l'opportunité d'une vie d'aller faire des profits monstres. Là, mais je dirais que chez nous, ça a été... il n'y a pas eu d'augmentation de prix ou je dirais de créer une rareté qui fait en sorte que tout le monde se... Puis on a été fair avec les clients aussi. Moi, j'ai trouvé qu'on avait eu une super belle réponse de tout le monde. On n'a pas over-promised les délais de livraison, puis les délais de manufacturing, puis le temps d'aller former les cliniciens sur les appareils, tout ça. Là. Ça fait que ça a été... en tout cas, moi, j'ai été vraiment... on a eu de notre côté, au niveau du Canada, en tout cas, là, je peux juste parler pour le Canada, mais nos product managers, nos marketeurs, les gens de supply chain, tout ça, ils ont fait vraiment un travail colossal. Là. Ton travail pour Medtronic aujourd'hui, là, en 2024, c'est quoi, disons? Tu me parles de machines anesthésiques, de monitoring au quotidien, là, disons, c'est... au quotidien, moi, je m'occupe, dans le fond, de tout ce qui est saturométrie, capnographie, tous les produits de Airways, dans le fond, vidéolaryngoscope, les tubes endotrachéaux. Fait que c'est beaucoup des probes de saturation, des lignes d'échantillonnage. Puis on a aussi du monitoring de oxymétrie cérébrale, puis du monitoring de EEG, en fait. Là, en neurochirurgie? Notamment? Pour les patients sous anesthésie générale, en fait, être capable de faire la titration des anesthésiques là, de façon très, très précise là, pour être certain que oui, on sous-dose pas les patients parce que tu veux être sûr que ton patient dort bien pendant la chirurgie, mais tu veux surtout éviter le surdosage pour éviter les déclins cognitifs à court moyen terme puis les déliriums post-op puis tout ça. Là. Ça fait que c'est deux équipements là, aussi là, que je supporte. Puis ces deux équipements-là, je couvre l'Est du Québec pour l'ensemble des produits, mais ces deux équipements-là, je supporte tout le Canada aussi là, pour tout ce qui est implantation puis les essais cliniques aussi là, avec les cliniciens. Puis ça, c'est des moniteurs qui sont pas encore, je dirais... utilisé par tous les cliniciens. Là, c'est sûr que ça gagne à être connu, puis de plus en plus, ça devient, je dirais, un standard de soins, mais il y a quand même un certain travail à faire. Là. Ça fait que la région de Québec, où le Québec est quand même a été bien... tout le monde est bien servi ici, mais les autres provinces, des fois, sont un petit peu... l'adoption est différente dans chacune des provinces pour toutes sortes de raisons. Là, des fois, c'est
Des fois, c'est clinique, des fois, c'est administratif, des fois, c'est juste une question de guidelines aussi. Là, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment le volet anesthésie inhalo là, qui est mon créneau. Donc, puis quand tu as fait le STO chez Medtronic, est-ce que tu avais le choix justement du secteur d'activité ou on est employé chez Medtronic, toi Robert, tu vas prendre les ventilateurs? Ouais, ben l'opportunité était là. C'était dans cette division-là, mais je dirais que ça m'a bien servi parce qu'il y a un certain requis d'expertise clinique, il y a une certaine partie software, hardware, installation, connectivité, formation, tu sais, ça fait que je trouve que tu le volet... pas de zéro, toi. Non, puis le volet engineering est vraiment le fun. Okay. Tu sais, les layouts de salle d'op, où est-ce que tu installes les moniteurs, il faut qu'ils se connectent, il faut qu'ils parlent au dossier patient. C'est sûr qu'au Québec, le dossier patient informatique, je dirais, c'est plus rare. Là, on peut s'en reparler dans quelques années. Ouais, c'est ça. On va engloutir un petit 500 millions, là, puis... Mais dans les autres provinces, c'est assez streamliné, je dirais. Puis en même temps, le fait... Ça, en tout cas, c'est de notre côté, mais c'est souvent, les compagnies ont tendance à offrir des versions francophones de leur version logicielle beaucoup plus tard. Ça fait que ça fait en sorte que l'adoption est plus lente aussi, là, parce que c'est toujours une question de savoir est-ce que ça vaut la peine de tout faire, là, la traduction, puis de tout repasser les étapes réglementaires pour un marché comme le Québec, qui est, somme toute... c'est un petit marché, on ne réalise pas pour l'Amérique du Nord. C'est ça, exactement. Ah oui, absolument. Ouais, parfois, je suis surpris, compte tenu de la taille du marché francophone au Québec, à quel point les compagnies investissent quand même temps et argent. Ouais. On a l'impression quand même d'être considéré, je dirais, parce qu'à la limite, Medtronic, c'est un petit marché. Il y a beaucoup de compagnies qui pourraient dire on va juste pas s'occuper de ce marché-là. Ils achèteront nos produits s'ils veulent. C'est un enjeu. Et s'ils ne veulent pas, ben on va les vendre ailleurs. Je veux dire, la province de Québec, c'est la taille d'un paquet de villes en Chine. Là, donc, non, c'est un enjeu qui est considérable, puis je dirais qu'il est de plus en plus pas stressant, mais tu sais, c'est de s'imaginer qu'à un moment donné, ça va être d'acheter des dispositifs médicaux comme on achète sur Amazon, sans support, sans avoir personne, tu sais, ça... En tout cas, il y a un moment donné, il va y avoir une réflexion à faire aussi, parce que, tu sais, plusieurs compagnies l'ont fait déjà dans d'autres pays à travers le monde, où est-ce que, effectivement, à un moment donné, un marché devient juste plus intéressant, puis à un moment donné, ça reste que c'est quand même des patients au bout du compte. Non, c'est pas des gizmos électroniques ou des trucs. Ce qu'on a vu, moi, depuis quelques années, que je ne me rappelais pas avoir vu, c'est les ruptures de stock. Ouais. Donc, à un certain moment donné, dans les autosutures, on rentre dans les détails, mais certains types d'appareils d'autosuture chirurgicale, je pense que c'est votre compagnie d'ailleurs qui avait un site de production à Porto Rico. Effectivement. Et un ouragan. Là, on comprend, on dit, OK, on est en rupture de stock pour tel type d'appareil parce que l'entrepôt à Porto Rico a été inondé. Mais encore récemment, Saint-François d'Assise, on a un type d'appareil qu'on utilise régulièrement. Alors, on est des gros utilisateurs pour le Québec, mais on demeure des petits utilisateurs à l'échelle mondiale. Rupture de stock. Puis là, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais... Est-ce qu'on n'a peut-être pas la réponse non plus? Là, la réponse est quand même assez... simple aussi, dans le sens que tu sais, les compagnies, que ce soit médicales ou non, l'objectif c'est quand même de générer un revenu, puis tu sais, c'est des compagnies qui sont cotées en bourse, puis c'est des actionnaires, puis c'est tout ça qui drive un peu la business, tu sais, puis le fait, puis ça, il va falloir qu'à un moment donné on y réfléchisse aussi en tant que province, en faisant de l'acquisition basée sur les plus bas soumissionnaires, ça fait en sorte que, oui, ça drive les prix à la baisse, sauf que puis tu sais, je dis pas que c'est quelque chose qui est propre à Medtronic ou, tu sais, je veux dire, peu importe la compagnie, si tu vends un équipement en Alberta, une fois et demi le prix de ce que tu le vends au Québec, tu vas favoriser ton client albertain. Ta gestion d'inventaire, tu vas la faire en conséquence aussi. Fait que tu sais, si t'en as, je sais pas, moi, je comprends. Fait que dans le fond, tu sauves de l'argent, mais après ça, les ruptures de stock, ben des fois, c'est pas toujours parce qu'il n'y a pas de stock. C'est que le stock s'en va pas nécessairement chez vous. Toujours au bon endroit, au bon moment. Puis ça, c'est dommage parce que... Puis tu sais, ça se gère... Tu sais, des fois, comme représentant, tu te fais un peu tirer des tomates, tu sais, quand ton produit est en rupture. Mais en même temps, moi, de mon côté, je me bats aussi pour que ça rentre au Québec. Parce protéger tes clients. Ben, protéger mes clients, mais aussi... À un moment donné, on ne fera pas de cachette, là. On est payé sa commission aussi, là. Fait que tu sais, moi, ce qui ne ship pas au Québec... Ben, c'est moins bon. C'est pas bon pour moi, là. Fait que, tu sais, mais ça fait quand même des tensions à l'interne, mais il faut comprendre comment que ça fonctionne aussi, là. Fait que, tu sais, des fois,
c'est le fun de faire des économies puis de dire on a accès à de l'équipement. Les appels d'offres font en sorte qu'on a accès à l'équipement moins cher, mais une fois que les quantités qui avaient été écrites dans l'appel d'offres sont remplies, ben là, on c'est a moins fait bon. un peu. Ben puis c'est la réalité du système. C'est un bon C'est point. vrai pour tout le monde. Là. Fait que des fois, c'est sûr que ça fait des frictions, mais il y a quand même eu, je dirais, post-COVID, des gros problèmes de supply chain au niveau des matériaux bruts, au niveau des travailleurs qui étaient disponibles aussi. Puis fait que, ça implique beaucoup de réorganisation aussi. Nous autres, on a des usines qui ont changé de place, on a c'est ça, l'approvisionnement en matériaux qui a augmenté aussi, le coût des matériaux a augmenté. Des fois, on s'était un peu engagé à... maintenant, c'est dur de s'engager dans un pricing pour un contrat qui va durer plus que 5 ans parce que Dieu sait dans 5 ans comment ton plastique va te coûter pour faire ton casing ou ton. Ça fait que ça, c'est difficile aussi de promettre aux clients de dire c'est beau signer un contrat pour 5 ans à faire, mais moi dans 5 ans, le prix d'aujourd'hui, ça va être encore ça. On regarde juste avec l'épicerie, on regarde juste avec le prix des autos, tout le reste, là, ça suit aussi. Là, il y a beaucoup de pièces mobiles là-dedans. Là, c'est pas facile à suivre. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dis-moi, je me questionnais tout à l'heure, tu parlais que tu gardais encore un pied au point de vue recherche, tout ça. Ouais. Puis est-ce que ça devient un enjeu au point de vue intellectuel de rester suffisamment connecté au niveau académique, scientifique, quand on est rendu avec un profil que je qualifierais de business? Disons, il faut que tu restes à jour, donc dans 2 domaines en même temps. Là, puis, en fait... il y a seulement 7 jours dans une semaine. Oui, effectivement. c'est pas des... Le volet recherche, je le fais vraiment parce que ça me passionne, puis ça me... Un peu pour la même raison que je vais jouer au hockey ou quelqu'un va jouer de la musique. Ou, fait que tu sais... Le titre de prof associé me permet juste d'avoir des étudiants en co-direction, mais tu sais, je reçois pas de salaire de l'université ou j'ai pas... Ma seule rétribution de ça, c'est le plaisir que j'en retire en réalité. De travailler sur des articles, puis de faire un peu le design d'expérimentation, puis tout le volet publication des résultats, puis tout ça. Là. Mais tu sais, non, il n'y a pas de... C'est vraiment pas un... Il n'y a pas d'enjeu comme tel, ni d'un côté ni de l'autre, en fait. Dis-moi, tu parlais tout à l'heure de la compagnie Medtronic qui est partie d'une personne, un ingénieur. Ouais. Tu dois connaître la compagnie Storz aussi. C'est une entreprise familiale. Ouais. Je pense qu'il y a encore des gens de la famille Storz qui sont en tête de la compagnie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en 2024, ça, de démarrer, mettons, GoVin médical? Est-ce que c'est envisageable, selon toi, ou les joueurs sont tellement gros que tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être vendre un brevet. Ou, tu vois-tu? Est-ce qu'on pourrait encore avoir, entre guillemets, une start-up dans le domaine biomédical qui deviendrait aussi grosse que Storz ou Medtronic? Ou c'est impossible? J'aurais tendance à penser... de dire que c'est impossible, ça serait peut-être... Tout est possible. C'est ça. Mais je pense que les chances sont que quelqu'un qui serait un petit joueur qui développerait quelque chose à très très fort potentiel se ferait assurément acheter par un des gros joueurs, là, c'est sûr.
Sinon, ce que je verrais, c'est plus au niveau des génériques, là, où est-ce que les brevets tombent, puis là, à ce moment-là, on a des compagnies. Puis ça, il y en a des compagnies à Montréal qui sont, même ailleurs au Canada aussi, qui sont assez grosses dans le pharma, puis qui font en fait du générique. Là, ça fait que ça, je pense que c'est fort possible, parce qu'une fois qu'un médicament devient un peu, ou qu'un patent est expiré, ça devient un peu accessible à tous, puis c'est une bonne source d'investissement et de revenus aussi pour quelqu'un qui a les capacités. Mais souvent, c'est déjà des gens qui ont des moyens, parce que de partir une ligne de montage ou de l'exploitation de brevets, ça prend des sous à la base. Mais un petit joueur là, qui partirait de rien, c'est seul dans son sous-sol, là, c'est... Tu te fais acheter assez vite. C'est quelque chose qui a vraiment un potentiel important. Là, Puis l'offre va être trop intéressante, j'imagine. Puis, oui. J'en ai vu là, des compagnies que Medtronic a achetées dans les dernières années, puis c'est hallucinant, là, les offres que ça peut... Parce que c'est juste une question de marché, puis si le brevet est jeune, puis si la technologie devient justement, un peu comme... je sais pas, là, des exemples, il y en a quelques-uns, mais mettons la membrane Tyrex, qui est une membrane antibiotique qui est mise autour des pacemakers lors de l'implantation, c'est un truc, quand tu y penses, s'il y en a un qui vient avec chaque pacemaker que tu implantes, ton potentiel de marché est immense. Ça fait que, évidemment, ces gens-là qui se font offrir des bons montants. Là. Puis souvent, ils sont intégrés, entre guillemets, à la compagnie. Là. Ça fait que ça vient aussi avec des responsabilités quand même qui sont intéressantes. Là. Fait que, probablement que c'est intéressant pour quelqu'un de se faire acheter anyway. C'est pas des gens qui vont juste tout laisser tomber puis qui vont se sortir de la game. Là. Ça fait que souvent, ça permet à des gens qui étaient un peu... parce que quand tu pars une start-up, c'est toujours un peu précaire aussi au début. Là, ça fait que ça te donne les coups d'effranche, ça te permet de travailler aussi de façon un peu plus, je dirais, sans avoir à te stresser des besoins financiers. Puis ça, là, c'est sûr que ça peut prendre un certain temps. Là, mais, quelqu'un qui a une bonne idée, là, un médecin, un ingénieur... qui a une bonne idée, là, qui dit « Il me semble que ce sera un bon produit, ça, ça n'existe pas. » Puis qui appelle Medtronic, est-ce que cette personne-là va être comme dirigée, rencontrée? Est-ce que tu sais comment... Est-ce qu'il y a un secteur chez Medtronic pour le développement? Oui, on a des grosses équipes de R&D, puis on a aussi des grosses équipes d'acquisition, puis des grosses équipes d'affaires médicales qui vont analyser un peu tout ça. Puis il y a beaucoup de financement aussi de recherche au niveau des institutions académiques dans les différents créneaux. Fait que, on va chercher l'expertise où est-ce qu'on en a besoin. Puis oui, on supporte au niveau R&D, Medtronic est une des compagnies qui investit le plus là, de son revenu en recherche et développement de toutes sortes, en fait. Fait que ça, c'est rassurant aussi parce que pour quelqu'un comme moi, en tout cas, là, c'est le fun de voir que il y a quand même une bonne partie des revenus qui servent à satisfaire l'actionnariat de l'entreprise, puis ça, mais aussi à développer des nouveaux trucs, puis à améliorer nos produits. Puis il y a plusieurs... on travaille beaucoup en étroite collaboration avec les cliniciens aussi. Fait que c'est pas rare qu'on va avoir qu'on va inviter des cliniciens, que ce soit des chirurgiens de tout acabit, en fait, là, dans tous nos créneaux d'expertise, à venir rencontrer nos ingénieurs puis nos chercheurs aussi, pour essayer d'arriver avec des objectifs de design puis de développement de produits qui sont vraiment alignés avec les besoins cliniques là, des différents clients qu'on a, en fait. Là. Ça fait que ça, c'est le volet qui est agréable aussi, là, de travailler en partenariat avec les cliniciens, parce que moi, c'est le volet que j'aime le plus, pour être bien honnête. Là, c'est une chose de vendre des devices, mais moi, ma satisfaction vient beaucoup d'interagir avec les médecins, d'être au bloc avec eux quand j'utilise l'équipement, de leur donner vraiment tout le training hands-on de ce que ça implique. Puis quand on me donne la chance de le faire, moi, c'est là que j'ai vraiment le plus de fun. Ça fait que le volet vente d'équipement, tout ça, avec le volet administratif, puis c'est ça, c'est, je dirais, ce qui me... C'est pas ce qui me branche le plus, là, mais une fois que les cliniciens sont convaincus que le device ou l'équipement fait leur affaire, puis ça répond à un besoin, puis que là, tu traînes vraiment tout le monde, puis tu t'assures que tout fonctionne bien. Ça, pour moi, c'est vraiment le bout que je préfère, je dirais. Là. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, à un certain moment de ta carrière, tu voyageais beaucoup, donc c'est un enjeu familial ou autre. Ouais. Puis la même question peut se poser dans l'industrie pharmaceutique. Si on veut progresser dans une compagnie, absolument. Moi, je connais des gens qui se sont expatriés. Là, donc, j'en connais qui l'ont fait définitivement. J'en connais qui ont essayé. Ouais. Puis qu'après quelques années, ils ont dit non, OK, j'arrête ou je retourne même, je prends une genre de démotion même. Oui, absolument. C'est quelque chose auquel tu réfléchis aussi ou? Pour moi, c'est encore, je te dirais, dans le futur. Dans l'horizon. Ouais, à l'horizon, ça reste là.
J'ai toujours eu un peu la bougeotte de toute façon, ça fait que ça fait bien mon affaire. Je finis toujours par revenir à Québec, mais tu sais, j'ai quand même eu des stints à gauche puis à droite, puis fait que tu sais, ça me dérange pas trop, tu sais, puis c'est quelque chose que même que je dirais que je mets que je constate comme étant bien important. Là, moi, mes parents ont travaillé beaucoup à l'étranger quand j'étais jeune, puis moi-même j'ai habité en Afrique quand j'étais plus jeune, puis tu sais, mon père a eu des emplois au Maroc, puis au Sénégal, puis au Cameroun. Fait qu'on s'est promené pas mal, puis je pense que ça fait en sorte que ça donne une bonne... en tout cas, de mon côté, je peux juste parler pour mon frère et moi, mais ça nous a donné une belle ouverture d'esprit, puis ça nous a permis de voir beaucoup de choses. Puis même chose, quand j'ai commencé à aller en Asie, puis ça, c'est un coin du monde que je connaissais pas du tout, mais j'ai jamais eu d'appréhension, j'ai jamais eu, il y a beaucoup de gens qui disaient, comment tu t'es organisé, puis je me suis organisé, j'ai pris mes affaires, puis je suis allé, c'est pas plus compliqué que ça, puis je pense que d'être capable d'avoir cette espèce de... C'est un leg que j'aimerais aussi donner à mes enfants éventuellement, ça fait que c'est pas quelque chose que je m'invixe dessus, mais effectivement, les promotions au niveau de la compagnie, à moins de me relocaliser, ça va être pas mal compliqué, parce que surtout basé à Québec, je dirais, là, parce que on a, des bureaux Montréal, Toronto, puis là, la maison mère est aux États-Unis, tout ça. Mais je te dirais que dans les dernières années, le focus, ça a vraiment été la vie de famille, puis d'essayer de concilier tout ça. Que ça les enfants vont vieillir, tu vas voir. Ouais, ben c'est ça, exact. Fait que non, je mets pas une croix là-dessus. Mais c'est ça serait peut-être à reconsidérer aussi, à savoir c'est quoi l'emploi, là, parce que au niveau des... Je dirais au niveau des ventes comme telles ou du côté commercial, commencer à gérer des équipes de vente, puis ça, je sais vraiment pas si ça serait mon créneau. J'aime bien mettre mon expertise à l'œuvre, puis à ce moment-là, quand tu montes un petit peu dans cette structure commerciale-là, d'un, tu es beaucoup moins en contact avec les cliniciens, ce qui est quand même ce que je préfère du travail. Fait que de me ramasser à faire de la gestion personnelle au niveau commercial, je sais pas si ça serait quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais pour l'instant, je cours pas après rien de ça. Je ne mets pas à charrue devant les bouts. Tu parlais de ton frère. Est-ce que c'est le David Gauvin qui s'est présenté en politique dans Port-Neuf en 2014 ou dans ces ça aurait de l'allure, en 2014. OK, qui avait été défait. Ouais. Puis s'il avait gagné, est-ce que tu serais là où tu es aujourd'hui ou tu penses que ça aurait toi aussi, ça t'aurait fait bifurquer vers... c'est une bonne question. Je pense que la machine politique... Toi, tu t'occupais des finances de la campagne. Ouais, c'était un coup de main... oui? C'était intéressant quand même, ça t'a fait connaître... Ouais, non, c'était bien intéressant pour vrai. Puis en tout cas, mon frère, c'est venu un peu de... Pas de nulle part, mais tu sais, c'était très exploratoire. Mon frère est ingénieur aussi en mécanique du bâtiment, puis c'est un gars qui est très... comment je dirais... Il n'y a rien qu'il essaye pas, tu sais, puis comme il est très, très... aventurier. Ouais, vraiment, là, c'est un pilote de planeur d'avion, puis c'est un gars qui fait plein de trucs, là, tu sais, puis ça y avait juste... Initialement, je sais même pas ce qui avait motivé son choix, honnêtement. Il faudrait que tu l'invites à ton podcast, que tu l'expliques. Ça me prend un petit côté santé, quelque chose. Ça. Mais non, au début, c'était en plus, c'était le début un peu de la Trudeau mania, si on veut. Là. Oui. C'était un bon moment. Là. J'aurais été curieux de voir, parce que c'est sûr que dans le comté de Port-Neuf, c'est historiquement très conservateur comme place. Fait que c'est un peu... un concours de circonstances, je pense que la vague Trudeau n'est pas percolée jusque-là. Mais il aurait fait une super job. T'sais, moi, c'est ça que j'aime, où est-ce que je voyais le potentiel de cette initiative-là, c'est que il aurait fait une super job. Puis ce que ça m'a fait réaliser aussi, c'est que tu vois la game politique comme étant quelque chose de super sérieux. Puis tu penses que tout le monde qui est là-dedans, c'est des... Comment je dirais ça? Il y a déjà tout acabit là-dedans. C'est vraiment... c'est drôle. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est super bien organisé, puis c'est streamliné. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai eu récemment comme invité Maître Sylvain Bellavance, qui est l'ancien directeur des affaires juridiques de la Fédération des médecins spécialistes. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est... il dit, moi, c'est en politique, il dit, je veux quelqu'un qui a fait d'autres choses avant, puis qui a vécu, là, puis... même si ça vient parfois avec
des petits accrochages un peu. Là, les gens sont pas parfaits. Plutôt que prendre, entre guillemets, un politicien de carrière. Là, oui, c'est sûr. Ça change complètement la donne à ce moment-là. Puis ça avait été une campagne, somme toute, bien intéressante parce qu'on a... Par la bande, j'avais rencontré beaucoup de gens là, qui sont aujourd'hui des députés puis même des ministres. Là, puis même Marc Garneau là, qui était venu faire son petit tour. Quand mon frère avait été, je me souviens plus comme le terme technique, là, mais quand il avait été entériné là, comme le candidat libéral. L'investiture. Exactement. L'investiture libérale. Merci, voilà. Fait que, tu sais, Marc Garneau était venu à ce moment-là donner un speech, puis j'avais trouvé ça bien intéressant. J'avais avec lui, puis tu sais, tout à fait. Mais c'est du monde normal. Absolument. Absolument. Donc, fait que j'avais trouvé ça bien intéressant, puis Justin Trudeau aussi était venu à Québec plusieurs fois, puis dans ce temps-là, mon petit gars était jeune, puis c'était drôle parce que, tu sais, en tout cas, j'ai plein de photos chez nous, tu sais, c'est vraiment drôle. Ah ouais? Ça a été quelques mois, là, tu sais, mais... On a tout fait ça, fabriquer des pancartes. C'est une campagne familiale un peu. Oui, effectivement, les chums à mon frère, puis tout ça. Puis au début, ça a parti un petit peu, c'était juste une petite curiosité. Okay. Finalement, ça s'est rendu jusqu'à l'élection. Ça fait que c'était quand même c'était sympathique. Puis mon frère est resté avec plein de bons amis. Ça ouvre plein oui, absolument. Ça ouvre des portes pour plus tard, parfois. Oui. Fait que non, ça a été... c'est ça, ça a été un autre chapitre de l'histoire, là, effectivement. Dis-moi, au point de vue commercial, là, est-ce que c'est facile de faire des affaires au Québec dans ton domaine ou ça peut être une question un peu délicate, donc tu peux la balayer du revers de la main si tu veux. Non, ça mérite d'être adressé. Facile, ça serait trop facile de répondre. Oui, c'est ça. Ouais. Si je t'ai posé la question, c'est parce que... Ben, c'est beaucoup... il y a beaucoup de pièces mobiles. Chaque fournisseur a son approche, chaque rep, entre guillemets, a aussi son approche. Ça dépend, c'est beaucoup qui tu connais, comment tu gères tes trucs, à qui tu as affaire. Il y a beaucoup aussi il y a aussi beaucoup de mobilité de personnel dans le réseau de la santé, au niveau administratif, même chose au niveau des achats groupés. Souvent, tu peux avoir tu peux avoir affaire à une personne pour un dossier. En plein milieu du dossier, la personne va changer. Fait que, ça, c'est difficile de... Il faut vraiment que tu sois à ton affaire puis que tu sois très, très proactif. Puis ce qui est des fois difficile, c'est que tu peux avoir une relation d'affaires très, très agréable, très, très saine avec certains établissements pendant plusieurs années. Puis la ronde d'après, c'est pas toi qui gagne l'appel d'offres, puis tu te fais sortir du jeu complètement. Malgré le fait que tu aies super bien fait ta job, donner un excellent service, faire tout ce que tu avais à faire, même si tu as tous les contacts à l'interne, puis que tu connais toutes les bonnes personnes, puis tu es même très très proche d'eux autres. Au final, à l'ouverture des enveloppes, c'est celui qui a le meilleur prix qui gagne. Là. Fait que ça peut être un peu choquant. Ça peut être choquant, puis ça a aussi des répercussions. Je pense que tu peux faire des bons coups à court terme, mais après ça, on l'a vu, nous autres, certains fournisseurs, comme tu dis, le marché va réduire, puis la quantité de gens sur le terrain que la compagnie va être capable d'avoir va diminuer aussi. Ça fait que ton accès, tu vas tout downscaler dans le fond. Là, fait que, puis à l'inverse, la compagnie qui des fois va soumettre un prix qui est très très bas, n'aura même pas les capacités nécessairement de supporter ses ventes adéquatement, parce qu'en faisant une soumission qui est vraiment avec des marges minimales, ça fait en sorte que t'as pas de... Ils ont pas non plus, ils génèrent pas le profit nécessaire pour avoir un support clinique adéquat. Là. Fait que il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas facile. Tout le monde veut bien faire. Tout le monde a une... tout le monde veut bien faire, mais des fois... à vouloir bien faire. C'est comme quand tu magasines pour ton épicerie ou quand tu achètes une auto ou quand tu achètes un frigidaire ou n'importe quoi. Puis c'est vrai pour tout le monde. Là, on n'achète pas toujours le truc le moins cher qu'on trouve. Ça fait que pour certaines choses, ça peut ne pas avoir d'impact, mais pour d'autres, ça peut avoir un impact considérable. Ça fait que d'avoir toujours un peu cette idée-là de dire que moi j'ai fait un devis qui demande tel requis, puis les requis sont rencontrés, puis c'est ça le prix le moins cher, fait que c'est ça qu'on prend. Puis on se pose pas plus de questions que ça. C'est un peu comme dans le reste. C'est comme dans la construction, c'est comme dans tout le reste. Là, à un moment donné, on a bâti des écoles dans les années 50 qui ont tenu pendant 75 ans avec des bâtiments en briques qui sont qu'une tornade pourrait tomber dessus et qui bougeront jamais. Puis aujourd'hui, quand on construit des nouveaux trucs,
On connaît l'espérance de vie avant de commencer. J'ai hâte de voir là, dans 75 ans ce qui va tenir encore, là, ou ce qu'il va falloir refaire d'un bout à l'autre, là, finalement. T'sais. C'est drôle parce que tu parlais de la nécessité de rester, de suivre les dossiers, puis d'être proche. C'est un peu la même chose du point de vue médical. Lorsqu'on est impliqué dans un dossier de achat d'appareils, construction de salle d'opération, par exemple, si on reste pas près du dossier, les délais s'étirent parce que on est, nous aussi, un peu à l'intérieur même de l'hôpital en compétition pour les mêmes ingénieurs biomédicaux qui gèrent 4 à 5 dossiers. Ouais. Donc, on l'apprend à nos dépens un peu. Puis, puis des fois, c'est difficile aussi d'avoir des cliniciens qui sont intéressés à subir cette espèce de cycle-là. Moi, ce que j'avais réalisé à l'époque, c'est qu'il faut être proactif. Donc, s'il y a une rencontre avec l'ingénieur biomédical et X ou Y personnes pour planifier, quand on quitte, on dit, bon, c'est quand la prochaine rencontre? Exact. Et non pas de dire, ben, on se cédulera une prochaine rencontre. Ah, c'est ça. Si tu dis, on se cédulera une prochaine rencontre, tu viens de perdre 3 mois. Ouais. Parce qu'avant que là, les vagues, non, quand est-ce qu'on va se voir? Dans 2 semaines, parfait, dans 2 semaines. Donc, Non, puis il faut le prendre aussi... faut que le département puis les cliniciens le prennent à cœur aussi, puis qu'ils s'investissent dans les dossiers, parce que j'ai vu moi, des projets qui sont qui ont pris des drôles de tournois, là, parce que justement à un moment donné, c'est trop de réunions, c'est trop de rencontres, c'est trop de temps. Mais en même temps, si tu le fais pas, ça veut pas dire que ça... à la fin, tu vas te ramasser avec un résultat qui fera pas ton affaire, puis t'es pas plus avancé. Puis l'autre chose que les cliniciens oublient parfois, c'est l'importance de s'impliquer dans la construction du devis, là. Pour être sûr que les bons critères soient là, parce qu'on a vu des histoires malheureuses où le clinicien se retrouve... Le clinicien prend pour acquis qu'il va avoir l'appareil A dans les mains, parce que c'est le meilleur appareil au point de vue clinique. Souvent, il y a un consensus, souvent. Absolument. Le devis est mal fait, puis il se retrouve avec l'équipement B, qui parfois est laissé dans le garde-robe. Là, on a vu... non, des fois, il y a des catastrophes. Des histoires regrettables. Des fois, c'est... Mais c'est ça. Tout le monde veut bien faire. Tout le monde le fait pour, entre guillemets, les bonnes raisons ou les raisons qui sont considérées comme la bonne chose à faire ou justifiable. Moi, j'aimerais des fois qu'il y ait... que les montants qui permettent au département de faire des achats discrétionnaires, mais tu sais, ça, je veux dire, c'est le Conseil du Trésor qui décide ça. C'est pas non plus les établissements ou... Tu sais, le seuil est très très bas. Là. Des fois, tu fais des processus d'appel d'offres pour des montants qui sont des fois qui mériteraient d'être juste rubber stampé. Gré à gré, c'est tout. Peu, ouais, exact. Fait que si ce montant-là pouvait augmenter, mais aussi le fait que tu le sais comme médecin, à un moment donné, tu as une responsabilité professionnelle, puis la décision que tu prends, ben c'est la décision que tu prends, puis tu vas vivre avec. Puis je veux dire, il y a un cadre légal là-dedans, il y a un cadre de responsabilité, puis ça peut être pareil au niveau de ce qui est acheté, parce que c'est beau de dire, ben moi je m'en tiens au processus d'appel d'offres, puis c'est ça c'est comme les 10 commandements de Moïse, mais à un moment donné... Moi, j'ai souvent plaidé pour un processus où on implique les cliniciens dans l'économie d'argent. Ouais. De dire, par exemple, telle procédure, une résection intestinale. Est-ce qu'on est capable de sauver de l'argent avec cette procédure-là, puis de redonner une portion du profit à un compte géré par les cliniciens qui servirait à faire à ce moment-là des achats, entre guillemets, discrétionnaires pour tel type de pince, puis pour éviter, autrement dit, nous, je te donne un exemple, les pinces intestinales en chirurgie laparoscopique, c'est notre outil quotidien. Ouais. C'est quand même assez dispendieux, mais ça brise n'importe quand. C'est important d'en avoir. Puis quand tu en veux 2 ou 3, tu les as pas tout de suite. Là, mais moi, je disais, il me semble qu'il y aurait moyen de dire, on implique les gens, on économise de l'argent, puis on donne de l'argent aux cliniciens pour qu'ils puissent acheter ce type d'équipement-là sans attendre après l'approbation d'un budget, mais c'était pas facile. Non, c'est pas simple. Puis à un moment donné, nous autres, chez Medtronic, on avait une grosse initiative, puis tu sais, qui est encore en cours, là, mais qui s'appelait l'approvisionnement basé sur la valeur ou le Value-Based Healthcare, qui était... l'idée là-dedans, c'est en fait de regarder le traitement te coûte combien, mais il te donne combien plus au niveau des outcomes patients. Puis ça fait bien du sens, dans le fond, parce que tu regardes la durabilité de l'équipement, tu regardes combien il va te coûter par procédure. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'aurais tendance à dire qu'au Québec, avec
la faiblesse relative des données au niveau des résultats cliniques, ce serait très difficile comme information à avoir aujourd'hui. C'est sûr qu'on... Je pense pas qu'on a les bases de données assez puissantes pour être capable de lier l'utilisation d'un appareil X avec un résultat clinique. Mais je peux me tromper. Au niveau des implants, ça se fait relativement bien. OK. Parce que, bien évidemment, tu as des critères, je dirais, beaucoup plus objectifs. Puis tu peux avoir des études qui sont pratiquement des méta-analyses avec plusieurs outcomes. Puis c'est sûr qu'un équipement, c'est plus compliqué. Mais je pense quand même que tu peux regarder dans l'ensemble le type de support que la compagnie... Tu sais, il y a beaucoup d'intangibles quand tu achètes quelque chose. Ben non, mais là, c'est sûr que c'est une méta... Parce qu'il faut toujours faire attention, c'est une méta-analyse dans la littérature qui dit que tel traitement est meilleur qu'un autre ou tel équipement. Dans le meilleur des mondes, ce serait de savoir, dans les mains de ce groupe de chirurgiens-là, dans tel hôpital, est-ce qu'il y a une différence? Ça, faut saisir des données. Ouais. Et pour saisir des données, ça prend des... Il faut que tu paies des gens pour les saisir, ces données-là. Puis au-delà de l'utilisation de l'équipement, tu dis, ben... La chirurgie est faite quel jour, dans quelle salle d'opération ou autre. Je pense pas qu'on est rendu là, mais je peux... Ben, je pense que pour nous, c'était aussi une façon de faire valoir le fait que... parce que l'enjeu est venu initialement beaucoup du fait que Medtronic n'est pas une entreprise qui était basée pour gagner des appels d'offres plus bas soumissionnaires. C'est ça aussi l'affaire. C'est comme quand tu magasines une auto. Quand c'est basé sur la qualité. Ben, si tu fais des BMW ou des Cadillac, ben, tu peux pas vendre ça au prix d'une compagnie qui fait des produits qui sont de moins bonne qualité. Fait que, ça, il faut être capable de pondérer ça. Puis jusqu'à date, c'est difficile de faire ça. C'est très difficile. Puis c'est difficile aussi pour les gens qui sont impliqués dans ces processus-là administratifs, je dirais, de l'intégrer dans leurs critères ou leurs métriques d'analyse. C'est pas parfait. Où est-ce que ça va mener, je sais pas. Mais tu sais, pour en venir à la question de base, faire les affaires au Québec avec le système de santé, c'est pas simple. Puis il y a beaucoup de moving parts. Puis c'est ça. Faut que tout le monde fasse de son mieux. J'ai hâte de voir. On a une nouvelle structure, là, peut-être Santé Québec. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Là, je connais pas le fonctionnement assez de cette nouvelle entité pour savoir si ça va avoir un impact à ce niveau-là. Donc, à suivre. Oui, ça va être effectivement à suivre. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. On approche la fin. Robert, dis-moi donc, aujourd'hui, si tu pouvais changer les choses, serais-tu encore ingénieur? Est-ce que... Je pense que oui. Bon choix. Ouais, moi, je regrette pas du tout. Il y a tellement d'avenues, puis il y a tellement de possibilités, puis il y a tellement de... Ça ouvre beaucoup d'opportunités. Je fais partie du programme d'Ordre des ingénieurs du Québec, là, les ambassadeurs qui appellent, là, puis je donne des présentations de temps en temps dans les polyvalentes, dans les cégeps, là, pour justement faire un peu la promotion du génie. Puis moi, je dis tout le temps, des ingénieurs au chômage, c'est rare. Là, fait que, peu importe l'expertise, là, puis il y a toujours un créneau qui va t'intéresser quelque part. Là. Fait que, moi, c'est sûr que je serais là-dedans. Si j'avais d'autres choses à faire, ça serait peut-être développement d'affaires, mais qui toucherait quand même au volet technologique. Fait que je pense que l'expertise d'ingénierie serait quand même importante. Là, à ce moment. Fait que, non, moi, si c'était à refaire, ça serait bon choix. Ça serait la même chose. Je me suis toujours demandé, je me le demande encore, si j'assois une table un ingénieur agroalimentaire, puis un ingénieur aéronautique, est-ce qu'ils vont pouvoir parler de génie ou c'est tellement diamétralement opposé qu'il y a aucun intérêt commun? Ben, il y a quand même un tronc commun assez important dans les cours d'ingénierie, je dirais. Je dirais dans les 2 premières années, il y a beaucoup d'overlap là, pour tout ce qui est
maths, puis sciences de base, des matériaux, puis des procédés. Puis la spécialisation vient vraiment plus après. Mais tu sais, ça reste que tu vas avoir des composantes qui sont similaires. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau agro, là, c'est peut-être un petit peu... c'est un bon exemple parce que c'est un que je connais moins, mais c'est un des peut-être un peu moins traditionnel versus mécanique, électrique. Les génies forestiers aussi, ce sont des... On a tendance à penser qu'il y a... Mais il y a beaucoup c'est beaucoup des principes d'optimisation, c'est beaucoup de l'exploitation des ressources. Tu gères, en tout cas, moi, de la manière que je me le figure, mettons un ingénieur forestier qui fait de la gestion d'inventaire d'espèces ou qui doit faire la gestion justement d'une forêt ou du manufacturing de tout ce qui touche les produits forestiers. C'est pas tellement différent de gérer une usine de fabrication de poutrelles d'acier, pour dire quelque chose, au niveau de la gestion des opérations au day-to-day. Puis il doit y avoir beaucoup de points communs. Fait que je pense que la discussion, en fait, serait bien intéressante parce que souvent, on se rend compte que... plus de points communs que de... c'est parce que tu as des principes qui s'appliquent à un, puis des principes qui s'appliquent pas nécessairement à l'autre parce que ça a été développé dans deux créneaux différents, mais que si les deux se parlaient, finalement, peut-être qu'on verrait qu'il y a des trucs qui sont applicables à un qui pourraient facilement faire une translation vers l'autre, là, un peu de cross-pollination, si on veut. Là, est-ce qu'un ingénieur forestier pourrait, par exemple, travailler chez Medtronic? Il y a un de mes collègues, Yves Gilles, qui est ingénieur géologique, lui, puis c'est notre spécialiste des pacemakers. Puis, on a la réponse? Oui, absolument. Ok, c'est bon. Ouais. Dis-moi, si un jeune aujourd'hui nous écoute ou va te voir puis est intéressé par le génie, tout ça, puis est-ce que tu lui donnes des conseils? Est-ce que... tu l'encourages à aller là-dedans, j'imagine, parce que manifestement, tu adores ton parcours. Mais... Quel conseil tu donneras à un jeune secondaire 4-5 ou qui dit j'aimerais peut-être être ingénieur, moi. Ouais. Ça dépend toujours un peu des intérêts, tu sais, puis de quel volet du génie aussi. Là. Il y a beaucoup, les jeunes que je rencontre de ce temps-ci, c'est beaucoup les applications mobiles, puis tout ce qui touche le génie logiciel, puis tous ces trucs-là, tu sais. C'est un volet que je connais moins, mais quand même, tu sais, au final, ça reste que c'est de l'ingénierie, puis je pense qu'il y a, pour les futures générations, il y a beaucoup de potentiel dans ces domaines-là. Mais tu vois, il y a un anesthésiste qui est à Sherbrooke présentement, un R5 à Sherbrooke, que j'avais rencontré, lui, quand il était au cégep. Puis, lui, il hésitait beaucoup entre la médecine et l'ingénierie, tu sais, puis j'avais vu son relevé de notes. Puis, j'avais dit, tu sais, moi, si j'étais toi, je ferais médecine, probablement, tu sais, parce qu'il aimait beaucoup Lui, il voulait faire génie biomédical. Génie biomédical était encore, je dirais, à ses premiers balbutiements. Là, parce que moi, à mon époque, le génie biomédical n'existait pas. Là, c'était plus au niveau de la maîtrise du doc que tu spécialisais. Il n'y avait pas de génie biomédical au bac. Puis, tu vois, maintenant, il termine son anesthésie à Sherbrooke. Mais, tu sais, fait que ça dépend vraiment de comment le jeune va me présenter ses intérêts aussi. Tu sais, puis de comment... mais encore là, tu sais, c'est des conseils, mais je veux dire, c'est tellement... indépendant à chacun. Moi, je peux parler de ce qui, moi, m'a intéressé dans mon parcours, puis de ce qui m'a allumé, là, mais tu sais, il y a une carrière en sciences, je dirais, tu sais, que ce soit sciences de la santé, que ce soit sciences pures et appliquées, que ce soit... Moi, je trouve que c'est super intéressant parce que tu es à même de comprendre beaucoup, beaucoup de choses que les gens utilisent à tous les jours, tu sais, puis qu'ils prennent pour acquis, là. Moi, des fois, c'est ce que... C'est fascinant, là, tu sais, toutes les caméras qui fonctionnent, puis tu enregistres le truc, puis après ça, tu publies ça sur Internet, puis tout le monde peut voir le podcast, puis tu dis, tu sais, c'est simple comme bonjour, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose de simple là-dedans, là, tu sais, il y a eu beaucoup de... Tu sais, fait que je trouve que d'être capable de au moins avoir une idée de ce qui se passe, là, tu sais, puis pas juste brancher des trucs dans le mur, puis utiliser ton cellulaire sans trop... tu sais, en tout cas, moi, personnellement, intellectuellement, ça me satisfait, tu sais, d'aller un petit peu plus au fond des choses, puis de suivre ces trucs-là. Fait que quelqu'un qui a une affinité pour ça, je trouve que ça vaut la peine de poursuivre une carrière dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a encore donc des nouvelles branches de génie qui sont créées, là? Oui, beaucoup. Annuellement? Ou je dirais que ça vient peut-être par décennie, peut-être, là, tu sais, mais il y a eu... parlais du génie de l'environnement. Ou le génie des applications, comment tu disais tout à l'heure, là, les petites... génie logiciel. Génie logiciel, computer science, qu'ils appellent dans les universités anglophones. Ils appellent ça génie informatique à l'Université Laval. Mais tu sais, maintenant, tu as génie nanotech, génie de l'environnement, génie industriel. Tu as beaucoup de déclinaisons. Là, ça reste que ça part quand même du tronc commun de l'ingénierie qui est quand même la base, mais
faut répondre aux nouveaux besoins aussi. Là, fait que il y a des nouveaux programmes de génie qui sortent, peut-être plus aux États-Unis, je dirais, où est-ce que, étant donné que c'est une grosse business quand même, les universités, là, ils essaient de rendre des programmes plus tailor-made ou plus attrayants là, pour les étudiants, mais ça finit par percoler ici aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que tu répondes aux besoins. Aux besoins, ouais, effectivement. Là. Fait que, je dirais que c'est plus long à faire accréditer au niveau de l'ordre professionnel, puis d'avoir tout le volet légal, si on veut, là. Mais je sais que l'Ordre des ingénieurs du Québec travaille beaucoup avec les universités pour essayer de streamliner ça aussi, puis d'avoir d'être capable de faire bénéficier les ingénieurs de toutes les branches, si on veut, là, de l'ordre, d'être membre de l'ordre professionnel, là, ce qui est quand même assez important, je pense, à mon avis. Là, mais je dirais à chaque 10 ans, il faut se renouveler un peu. Là. Les génies de base demeurent, mais ça reste que les branches. La question, pas la question qui tue, mais on va voir si, sans être trop chauvin, la meilleure faculté de génie ou la plus réputée au Québec. Encore là, si l'étudiant te demande Monsieur Gauvin, moi je devrais aller où là? C'est une bonne question. OK. Sont toutes bonnes ou... Ben, écoute, ça va Oui, parce qu'en médecine, souvent, on pense à McGill pour dire quelque chose. C'est comme mais la réputation un peu internationale. Ça ne veut pas dire que la formation est meilleure, mais... Ben, tu sais, moi, dans le fond, j'ai fait l'Université Laval, je suis allé à Georgia Tech, après ça, j'étais à MIT, j'étais à Harvard, j'ai rencontré du monde brillant partout, j'ai rencontré du monde sub-bar partout. Tu sais, une université, c'est une université. La réputation, c'est sûr que ça joue pour beaucoup. Au Québec, on a un peu, je dirais, le luxe, entre guillemets, d'avoir un... Tu sais, le système d'éducation universelle fait en sorte que ton ranking universitaire, ça ramène pas plus de profit ou ça change pas grand-chose. Fait que, tu sais, d'engager un prof superstar pour attirer du monde, ou tu sais, ça... Oui, il y a quand même, je dirais, tu sais, un peu de politique en arrière de ça, mais... je veux dire, si tout dépendant de l'étudiant, s'il veut s'expatrier aussi, tu sais, si c'est dans l'intérêt de l'étudiant de dire, ben, moi je viens de Sherbrooke, je vais aller étudier à Montréal ou à Québec, même s'il y a une faculté d'ingénierie à Sherbrooke, puis que ça te tente d'aller voir autre chose, de te promener, tu sais, vas-y fort, là, mais tu sais, je dirais que au niveau de la qualité de la formation, tu sais, c'est sûr que l'école polytechnique va se vanter d'avoir un excellent programme d'ingénierie, c'est pas faux. La faculté de génie de Sherbrooke intègre des stages coopératifs dans tout le cursus au complet. C'est des trucs qui ont essayé d'être implémentés ailleurs aussi, mais les études en génie, il faut que tu les fasses pour toi en réalité. Là, je pense que c'est vraiment ça. Probablement en médecine, ça doit être un peu la même chose. Tu as accès au textbook, puis tu as accès à tout ce dont tu as besoin, puis c'est un peu c'est un exercice mental. Faire l'ingénierie, pour moi, c'est surtout apprendre à apprendre. C'est pas le temps d'avoir développé quelque chose, parce que, anyways, ce que tu risques de faire, ça sera pas ce que tu vas avoir appris, parce que ce qui est dans un textbook, ça fait déjà plusieurs années que c'est là. Puis, tout à fait. Tu as les principes de base, puis après ça, ben, tu pousses sur d'autres choses. Fait que c'est... j'en recommanderais pas un plus qu'une autre. C'est très bonne réponse. Ouais. On voit que tu as fait un peu de politique. Ouais, c'est ça. J'ai répondu sans répondre. Écoute, on approche la fin. Yes. C'est un podcast sur la santé. Il y a généralement petite section baguette magique. Donc, je te tends la baguette et je te laisserai changer une chose dans le système de santé québécois par magie. Tout est ouvert. Ben, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de monde dans le système de santé, puis tout le monde fait pour le mieux. Il y a tout le monde a des responsabilités différentes, puis il y a certaines personnes qui sont aux patients, puis il y a certaines personnes qui sont plus au niveau administratif, puis gestion, mais je pense qu'on est vraiment au point où est-ce que... Tu parlais de John F. Kennedy tantôt quand on s'en venait ici, là, mais qui disait, faut pas tant que tu te demandes ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Je pense qu'on est un peu rendu là dans le domaine de la santé. Des fois, l'ambiance est lourde parce que ce qu'on entend aux nouvelles, c'est que ça va pas bien, puis les gens sont surmenés, puis c'est pas facile, puis on en parlait, tout ce qui est achat, ça, c'est vraiment compliqué, puis l'administration, puis là, il y a l'agence qui vient d'être créée, puis là, il y a un paquet de... Puis des fois, c'est juste de repartir avec le sourire, puis de juste dire, nos grands-parents ou les grands-parents de nos grands-parents ont bâti quelque chose. On parlait d'éducation universelle, ben, au niveau de la santé, c'était un peu ça le but aussi, de rendre ça accessible à tout le monde, puis de s'assurer que tout le monde avait accès à des soins, puis qu'ils étaient bien traités, puis que,
Puis les gens se l'accordent, tu sais, d'habitude, tu rentres dans le système une fois que t'es rentré, ça va bien, puis ton truc est fait, puis bon, t'es bien suivi, puis tout ça, mais des fois, tu sais, l'ambiance de travail est lourde juste parce qu'elle est lourde, tu sais, c'est juste une question de... on ferait quoi avec la baguette, finalement? Ben, moi, alléger l'atmosphère de travail? Ouais, juste aller travailler avec le sourire, tu sais. Ah, c'est bon, j'aime. De juste être de bonne humeur, tu sais, le matin quand t'arrives, tu sais, puis de faire... d'alléger tout ça, tu sais, c'est excellent juste... point, c'est une bonne... Parce que moi, ça a toujours été ça qui a drivé mes choix, en fait. Okay. Que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au LOEX, que ce soit dans différentes places où est-ce que je suis allé. Même chez Medtronic aujourd'hui, tu sais, quand je me suis en allé du côté commercial, j'étais pas sûr de ma shot, pas en tout. Mais tu rencontres des gens qui sont smart, qui tu as du plaisir à travailler. J'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. Jamais. Tu sais, que je pense que si tout le monde pouvait avoir accès à ça, là, tu sais. Mais ça, c'est un privilège, je pense. Oui, regarde, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Absolument, ouais. Mais je pense que l'appétit vient en mangeant un peu dans ces trucs-là. Ça prend juste une couple de leaders positifs, puis ça prend juste un peu de monde qui sont... c'est comme une équipe de hockey un peu aussi. Il y a des clubs qui ont des clubs gagnants année après année, juste parce qu'il y a du monde qui font en sorte que l'ambiance est le fun. Puis c'est vrai dans toutes les ambiances de travail, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les compagnies. On m'a envoyé cette portion de l'extrait à Jeff Molson pour ça. l'ambiance. Non, mais moi, je pense vraiment que c'est ça. Fait que ça serait de aller rentrer au travail avec le sourire. Oui, puis de poser la question, qu'est-ce que toi tu fais concrètement, tu sais. C'est sûr qu'il n'y a pas de job facile, puis il n'y a pas de... Mais des fois, c'est si épouvantable. T'sais, on n'est pas une si grosse province. Y a pas... Des fois, on a l'impression que c'est... Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que parfois, je trouve qu'on a des problèmes au Québec. Des problèmes qu'on devrait s'attendre à avoir dans des populations beaucoup plus grandes. Ah, absolument. Comme je regarde la ville de Montréal, les enjeux de la ville de Montréal, parfois au niveau de la sécurité, du trafic, des aqueducs, des égouts, je me dis, il me semble que c'est des problèmes d'une mégapole de 15 millions. Ouais. Non, je suis d'accord. Effectivement, c'est pas si gros que ça, Montréal. Donc, non, puis le Québec non plus. Le Québec, dans son entièreté, là, c'est vraiment pas... on devrait être capable de se servir de sortir la tête de l'eau un petit peu vraiment, plus. Tu sais, vraiment. Puis je sais pas si c'est parce que c'est le spin médiatique ou si c'est comment les gens... en discutent entre eux, ou je sais pas. Là, moi, j'ai une hypothèse, mais qui dépasse un peu peut-être l'étendue du balado, mais je pense que au fil de mes lectures, mes réflexions, la Révolution tranquille dans les années 60 pour le Québec, ça a été une occasion de croissance extraordinaire. Ouais. Puis jusqu'à un certain point, je me demande si on n'a pas passé ensuite beaucoup de temps à se dire à quel point on était bon, puis on était extraordinaire, alors que finalement, les piliers qui avaient été mis en place pendant la Révolution tranquille se sont effrités tranquillement. Puis finalement, on se retrouve en 2024, la santé dans l'ensemble un peu croche, là, disons. Je veux dire, on ne parle que de la santé. Ouais. L'éducation, c'est épouvantable. Là, il manque 5 ou 6 000 professeurs pour commencer l'année. C'est des enjeux majeurs. Les infrastructures, c'est épouvantable. Je veux dire, on n'a pas réinvesti dans les infrastructures parce qu'on les a faites, puis on se dit... On parlait tantôt de la qualité des bâtiments, mais je veux dire, quand tu vois les aqueducs ça explose à Montréal, c'est parce qu'il y a des années là, de non-investissement. Et comme électeur, on est un peu responsable de ça parce qu'on a accepté ce manque d'investissement-là de nos politiciens. Puis encore là, on pourra en parler pendant 1 heure, mais moi, je pense, et ça fait quelques fois que je le dis sur les médias sociaux, je pense que les politiciens oublient pourquoi ils sont élus parfois. Pour la gestion municipale, par exemple, là, la gestion d'une ville, à la base, il y a des choses assez simples là, qui sont l'eau, l'aqueduc, la sécurité, enlever la neige, ramasser les vidanges, par exemple. C'est quand même des grands pans de la gestion municipale. Puis là, quand je vois que même depuis quelques années à Québec, après les tempêtes de neige, il y a un retard pour ramasser la neige. Puis là, parfois, la ville dit on a été surpris par l'ampleur de la tempête de neige. À Québec. Vous avez été surpris par l'ampleur de la tempête de neige. Moi, j'accepte pas ça, là. Parce qu'il y a une coupure quelque part au niveau du financement qui fait qu'on met l'argent ailleurs. Mais tu sais, si on n'est plus capable de ramasser la neige à Québec, je me dis, peut-être qu'on a oublié pourquoi on est élu. C'est pour ça que j'aurais été curieux de voir mon frère en politique, avec son background en mécanique du bâtiment, puis son expertise d'ingénierie.
pense pas que ça serait enfargé avec un concours de popularité, tu sais, puis des petits micmacs, ça l'aurait pas intéressé, tu sais. Ça fait que j'aurais aimé ça, puis c'est ce que j'aimerais voir aussi, en politique, plus des gens qui sont... Ouais, mais encore là, est-ce que comme électeur, disons, là, tu aurais le candidat à l'élection, aux prochaines élections municipales à Montréal, qui se ferait demander, M. Gauvin, votre programme électoral là, pour Montréal, c'est quoi? Moi, c'est la réfection des égouts et aqueducs. Puis là, tu dirais quoi d'autre? Seulement ça. On pense qu'on en a pour 10 ans. Ouais. La culture, tout ça, non. Il n'y aura pas de culture sur notre plateforme électorale pour les 10 prochaines années. Désolé, ça coule de partout. Est-ce que les gens voteraient pour toi? C'est une bonne question. Tu pourrais l'essayer. Mais cause à effet, c'est des dépenses qui vont arriver pareil, qu'on le veuille ou non. Ça fait que c'est la gestion de la catastrophe. Puis j'écoutais un autre balado récemment où l'analyste disait même les ingénieurs, disons, des villes ou autres, les gens qui analysent vont aller voir les élus et dire, écoutez, il faut réparer telle structure à telle place. Là. Puis là, l'élu va juste dire non. Ouais. Il va se croiser les doigts, puis il va juste espérer que ça dure encore un an. Ouais. Puis c'est d'année en année comme ça. Donc, mais c'est triste parce que je suis pas sûr que ça va aller. Tu peux te croiser les doigts un bout de temps, là, mais tu sais... c'est plate qu'il y ait des événements comme ça qui viennent, qui t'assurent ça les impératifs pour apporter des correctifs. Le viaduc de la Concorde, c'est la même chose. C'est plate qu'il y ait des, comme tu dis, gestion de la catastrophe. Exactement. Alors ça, c'était la première baguette magique. La deuxième, c'est si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour soit prendre un verre ou jouer un match de hockey, ça dépend c'est qui. J'y ai pensé beaucoup, ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de scientifiques que j'aimerais rencontrer... encore une fois, parce qu'on prend pour acquis que les théories qu'ils ont développées, c'est rendu ça. Puis j'aimerais rencontrer des scientifiques qui pourraient m'expliquer, eux, la genèse de l'idée et de la théorie. Même chose, tu sais, des artistes que j'aimerais... En as-tu en tête? Ben, tu sais, Richard Feynman, Albert Einstein, tu sais, des physiciens qui ont développé des théories qui sont très, très simples et très élégantes, mais qui ont, tu sais, tout un bagage en arrière de ça qui est beaucoup plus compliqué que juste la formule mathématique qui en découle. Les artistes, la même chose, du monde qui a Pink Floyd, Rush, Pearl Jam, name it, là, du monde qui ont écrit des trucs vraiment fascinants. Là. Je serais curieux de savoir c'est quoi leur... sur quel... Éduque-moi, qui est Feynman? C'est un physicien de Caltech. En fait, je sais pas si tu as vu le film Oppenheimer, mais c'était un des gars qui faisait partie du projet Manhattan, qui était... un des pères de la physique quantique, si on veut. Puis pour moi, c'est encore très, très abstrait, ces trucs-là. C'est pour ça que j'aimerais que ces gars-là m'expliquent, parce que même si je lis là-dessus, c'est encore... c'est des concepts que je sais pas... même le meilleur vulgarisateur me convient pas tout à fait. Là. Fait que, ça, là, tu vas décourager beaucoup de nos auditeurs qui... Non, mais c'est juste une question de savoir toi, tu me comprends la personne. Non, mais c'est que la personne qui l'a conçu puis qui y a pensé... pourrait peut-être mieux l'expliquer. Moi, j'aimerais ça savoir d'où part ce qui a initié tout ça. T'sais. Puis il y a plein de grandes... Il y a plein des personnalités importantes dans l'histoire, il y en a plein, mais tu me dis, la personne vivante ou décédée, c'est du monde proche, moi, pour vrai. Je suis rarement starstruck, mais il y a beaucoup de gens dans ma famille, des mentors que j'ai eu, il y a beaucoup de gens que tu perds de vue en cours de route dans la vie, des gens qui ont joué des rôles importants dans ta vie, puis tu les revois pas nécessairement. Soit ils sont décédés, ou soit tu perds le fil, puis ces gens-là, moi, ça, c'est des gens avec qui j'aimerais être capable de reconnecter à un moment donné, puis des fois, c'est ça, c'est des gens que tu sais, mon mentor à Georgia Tech est décédé il y a 5-6 ans, puis c'est un gars qui a vraiment changé ma vie. Tu vois, on parlait de François Auger, là, qui me dit qu'il reste dans ton quartier ici, c'est un gars qui a eu une influence épouvantable là, sur moi, c'était tout un personnage, mais c'était un bonhomme qui avait une drive incroyable, qui a développé des trucs vraiment intéressants. Ça serait ces gens-là, moi, ceux qui ont eu un impact. Mes grands-parents, qui étaient un modèle puis un exemple de vie communautaire puis d'investissement, puis c'était des entrepreneurs, puis ils s'assuraient que tout le monde dans le quartier que les enfants avaient des patins pour faire des tournois de hockey, puis c'est du monde qui était très, très impliqué au niveau de leur communauté. Fait que, tu sais, je serais curieux de les ramener aujourd'hui, puis qu'ils voient un peu comment mes enfants sont, comment la famille s'est développée, tout ça, tu sais. Fait que ça serait ces gens-là, moi, avec qui j'aimerais reconnecter plus que des grandes personnalités, tu sais, que je connais pas, puis qu'en fait, c'est... t'amènerais Peter Stachny ici, je serrerais la main, je dirais salut Peter, puis ça serait à peu près ça. Mais tu sais, des gens qui ont eu un impact direct sur moi, mais qui l'ont peut-être des fois jamais su. Ça, c'est des gens avec qui j'aimerais prendre le temps de le dire, de le partager. En fait. Intéressant quand même. Dis-moi, supportes-tu une cause particulière, une fondation
Avec Medtronic, on fait beaucoup entre collègues. Là, on participe annuellement au Make-A-Wish, à la fondation Make-A-Wish. Là. Il y a un 48 heures de vélo qui est organisé chaque année dans la région de Montréal là, sur le circuit e-car. En fait, e-car en Mirabel. Oui, exactement. Fait qu'on roule là-dessus 2 jours de temps. Medtronic, généralement, on a 3-4 équipes, là, puis on a une grosse tente, puis un gros truc, parce que, d'un, c'est une cause qui nous tient à cœur, mais il y a aussi le fait que Medtronic est un excellent citoyen corporatif. Donc, ce qu'on ramasse comme donation, Medtronic, le match, peu importe la cause, en fait, il y a des gens qui font plusieurs trucs pendant l'année, là, mais je dirais que ça, c'est la grosse initiative qui est supportée donc par même les initiatives personnelles. Oui, aussi. Ouais. Je vais t'inviter à mon tournoi de hockey officiellement. C'est donc, déjà 2025. L'invitation est acceptée déjà. Puis même chose, cyclo-défi de l'UCPQ. J'ai fait ça une couple de fois aussi là, avec des collègues. Puis, fait que c'est souvent associé à un événement sportif là, parce qu'en même temps, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Puis c'est facile à ce moment-là de convaincre les gens de participer, de donner des fonds. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais là, le cyclo-défi de l'UCPQ puis le Make-A-Wish. Mais là, si tu m'embarques sur d'autres trucs, ça va me faire un plaisir d'embarquer. C'est certain qu'on va se reparler. Écoute, Robert, ça fait un excellent tour d'horizon. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Jean-Pierre. Ça a été un plaisir. À la prochaine. Yes. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.